Mesdames et messieurs, veuillez m'aider à accueillir la fille préférée de Gatineau, Québec, Axelle Lemaire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis progressistes et broadbenciens. Alors, broadbenciens, je ne sais pas si l'expression existe déjà, mais je suis certaine qu'elle existera un jour. C'est une joie d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie toute l'équipe de l'Institut, Ed, bien sûr, Jonathan, Rick, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Vous estimez sans doute que je viens de loin, Paris, c'est vrai, et pas Paris, Texas, Londres, et pas London, Ontario, l'Europe du Nord. Mais pour venir à vous, j'ai fait bien moins de kilomètres que d'autres délégués ici présents et d'autres invités. C'est vrai de la route parcourue aujourd'hui comme de mon parcours politique. Une toute petite distance derrière moi, tout au mieux. Mais grâce à des femmes comme Julia Gillard, qui sont les pionnières des temps modernes dans le combat pour l'égalité, la route devant nous est plus droite. Elle est parsemée de repères qui, comme des lampadaires, nous éclairent, nous, femmes politiques à travers le monde. Et je pense qu'on ne le dit jamais assez. Merci, Julia. Alors, il est assez rare d'être sollicité en Amérique du Nord pour parler de la situation en Europe. C'est vrai qu'on a tous tendance à rester dans notre précaré, à ne s'intéresser qu'à nos voisins immédiats ou à ceux qui nous ressemblent le plus. C'est donc assez audacieux, surtout avec des traditions politiques aussi différentes que celles du Canada et des pays continentaux européens. Je me souviens par exemple l'année dernière, j'ai effectué un voyage officiel avec le Premier ministre français au Canada. À côté de moi, pendant un dîner, était assise une personne et lorsque je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle avait l'air très influente, elle m'a dit « j'aide les jeunes ». J'ai trouvé ça extraordinaire et donc je lui ai demandé comment. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, elle subventionnait des fondations religieuses grâce à l'argent de la famille qui avait aussi permis de rénover de nombreux bâtiments en Europe. Alors c'est vrai que c'est très différent. En France, le financement des partis politiques et des campagnes électorales est public. Les dons par les particuliers sont plafonnés, les dons par les entreprises sont interdits, par exemple. Non seulement c'est compliqué de parler de traditions politiques différentes, mais c'est compliqué aussi de parler d'Europe, parce que l'Europe, c'est une entité exclusive, autonome, l'Union européenne, dont le siège est à Bruxelles, composée de 28 États, mais ce sont aussi 28 pays eux-mêmes, tous très différents, d'où la difficulté de faire des conclusions généralisantes. Je vous donne un exemple, et c'est une blague, mais ça représente bien l'état de l'Europe. Un jour, les représentants des États, de chacun des États membres se sont assis autour de la table du Conseil européen pour décider de créer une blague européenne officielle. Ils se sont dit, tous les petits-enfants dans les écoles européennes pourront apprendre cette blague et ainsi, enfin, ils auront un sentiment d'appartenance commun à l'identité européenne. Alors, la blague, c'est qu'est-ce que le paradis européen ? Alors, le paradis européen, c'est lorsqu'on est invité à un déjeuner officiel. On est accueilli par un Anglais, un Français prépare la nourriture, un Italien fait l'animation et le tout est organisé par un Allemand. Le paradis. Maintenant, qu'est-ce que l'enfer européen ? C'est lorsqu'on est invité à un déjeuner officiel, qu'on est accueilli par un Français, qu'un Anglais est au fourneau, que c'est l'Allemand qui s'occupe de l'animation et que, mais pas de panique, hein, l'organisation est gérée par l'Italien. La blague n'est pas de moi. Mais alors pourquoi s'intéresser à la Old Europe ? La Old Europe, vous savez, cette expression employée par Donald Rumsfeld en 2003 pour parler de ces pays, la France, l'Allemagne en premier, qui avaient refusé l'invasion militaire en Irak. Pourquoi parler d'un continent qui apparaît sclérosé par rapport à la dynamique américaine, incapable de se réformer, crispé dans la conservation de ses privilèges ? Bien d'abord parce qu'on espère qu'on apprend un peu
de l'histoire, parce que quand on pense aujourd'hui à la Grèce, malheureusement, on pense à la crise de la zone euro, on pense à un pays en quasi-faillite, on pense à la colère du peuple grec, et on oublie que la Grèce, c'est le berceau de la démocratie, que c'est le pays qui a inventé la philosophie, que c'est celui qui a créé notre rationalisme contemporain. Parce que l'Europe, c'est aussi et surtout un symbole qui est celui du possible. C'est au sortir d'une guerre qui a ravagé les vies et les pays, l'idée que des hommes peuvent s'unir pour créer un ensemble et surmonter les difficultés qui les ont divisés afin de garantir la paix et la prospérité. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que cet impératif de paix s'est éloigné. 1945, pour les nouvelles générations, ça ne dit plus grand-chose. Et donc, il faut réinventer une Europe qui parle aux jeunes pour qu'ils s'identifient à cette identité européenne, et aussi un continent qui puisse assurer le progrès et les droits démocratiques et sociaux. Et je crois que c'est là le défi principal qui est posé aux progressistes et aux sociodémocrates européens. Alors nous sommes à un moment important en France et en Europe. Important en France parce que c'est un tournant politique. Vous savez peut-être que pendant 10 ans, le pays a été gouverné par la droite, par les conservateurs, de 2002 à 2012. Un gouvernement socialiste a été élu il y a bientôt 2 ans. Je fais partie de cette majorité. Et puis en Europe, il y a également eu 10 ans de règne par les conservateurs entre 2004 et 2014. Les élections européennes approchent, elles auront lieu bientôt. Ça sera l'occasion de renouveler la Commission européenne et donc de rétablir un rapport de force qui sera sans doute différent de celui qui s'est composé il y a 10 ans. On peut espérer que la Commission européenne sera moins néolibérale, moins conservatrice dans ses valeurs et plus progressiste. Alors je vais vous parler rapidement de ce que la droite n'a pas fait pendant ces 10 ans, en France comme en Europe. Je vais vous dresser un portrait rapide des problèmes actuels, de ce que nous essayons de faire au gouvernement et de ce qu'il reste à faire. Alors d'abord, ce que la droite n'a pas fait. Je crois qu'il y a quelques activistes dans le domaine de l'environnement ici, et bien très franchement, en matière écologique, environnement, énergie, la droite en Europe n'a rien fait. Nous avons mis en place un système d'échange de quotas d'émissions, mais qui est relativement inefficace, très complexe, et qui, à ce stade, doit évoluer, se réformer, puisqu'il ne va pas assez loin. Donc c'est changer ou disparaître. Alors oui, l'Union européenne affiche toujours des objectifs très ambitieux. Elle se veut le bon élève du monde lorsqu'il s'agit d'objectifs écologiques, mais la réalité est tout autre. Et de plus en plus, on sent une division politique entre les conservateurs et les progressistes sur la question de l'environnement. Je le vois par exemple en France, au sein de la majorité gouvernementale, nous avons des socialistes, mais nous avons également des ministres écologistes. Moi qui habite au Royaume-Uni, je peux vous dire que les Tories n'ont pas l'écologie au cœur. Alors, ce que la droite n'a pas fait, eh bien, elle a laissé se déliter la zone euro. Elle a construit une zone monétaire unique, sans intégration budgétaire et sans harmonisation des droits sociaux et des droits fiscaux. Ça veut dire que les pays de la zone euro en particulier se sont fait concurrence, une concurrence directe et frontale. Les entreprises devaient aller en Lituanie pour payer moins d'impôts, devaient aller en Irlande ou au Luxembourg, devaient aller dans d'autres pays qui offraient un niveau de protection sociale en matière de droits pour les travailleurs moins élevé. Et c'est ainsi que des pays traditionnellement plus protecteurs ont été très pénalisés dans la concurrence européenne. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne a prôné les règles uniques de libre concurrence, de libre marché, en refusant d'harmoniser les droits pour un meilleur niveau de protection entre les travailleurs et les citoyens. Alors aujourd'hui, l'Europe est divisée, je le vois puisque j'habite en Europe du Nord. Il y a d'un côté les bons, les vertueux, ceux qui arrivent à être responsables budgétairement, qui n'ont plus de déficit ou moins de dette publique et qui refusent de payer pour les autres, pour les mauvais élèves, pour les irresponsables, pour les pays du Sud qui aujourd'hui sont menacés d'être sortis de la zone euro. Alors,
Face à ce bilan d'une crise économique, d'un chômage de masse, le chômage est le problème structurel majeur en Europe, en particulier chez les jeunes. En France, par exemple, en France métropolitaine, il atteint 10%. 20%, chez les jeunes 20%, pardon. Vous connaissez les chiffres. En Espagne, c'est parfois 50%, 40% en Italie, en Grèce. Avec des crispations identitaires, avec une chute de la production industrielle, avec un discours sécuritaire croissant, eh bien voilà l'héritage de la droite, l'héritage des conservateurs en Europe. Alors face à cela, on constate des problèmes. Je vous ai parlé du chômage, chômage qui s'accompagne d'un pessimisme très inquiétant chez les jeunes. Un sondage tout récent montrait que les jeunes de 18 à 24 ans sont très pessimistes. 64% d'entre eux envisagent leur avenir avec inquiétude. C'est inquiétant que les jeunes s'inquiètent parce que si les plus jeunes ne croient pas en l'avenir, qui le fera à leur place ? Un autre problème, la montée des populismes et des extrémismes en Europe. On peut donner l'exemple du Front National en France ou l'exemple de UKIP au Royaume-Uni. En ce moment, se tiennent des élections municipales en France. Les 36 600 mairies les équipes municipales seront renouvelées à partir de demain, puisque se tient le second tour des élections. Eh bien, le Front National a atteint des niveaux de représentation dans les dépôts de listes de candidats et de scores de candidats élus au premier tour qui sont quasiment historiques. On voit un potentiel d'attractivité très fort, surtout dans le nord du pays, dans le sud-est, qui dépasse l'électorat traditionnel du Front National. Il n'y a plus un tabou du Front National en France. Il n'y a plus la crainte de se porter candidat pour le Front National et de revendiquer son vote extrémiste. Alors se pose le débat, et c'est un débat au sein de la famille socialiste, et je crois que les progressistes doivent avoir, faut-il ostraciser, sinon le parti, en tout cas les électeurs qui se tournent vers le Front National? Moi, j'aurais tendance à penser que non. Je crois qu'une partie de ces électeurs ne sont pas forcément racistes ou extrémistes. Je crois qu'ils sont désespérés, qu'ils ont besoin qu'on les entende et qu'ils ont besoin surtout qu'on leur offre des solutions pour répondre à leurs difficultés sociales et économiques. Mais cette montée des populismes, on la voit aussi dans toute l'Europe. Et c'est là que c'est très inquiétant, c'est qu'on se rend compte que sans qu'il y ait forcément de communion entre ces mouvements, il y a une tendance globale qui va dans le même sens, que ce soit avec Aube dorée en Grèce, que ce soit au Royaume-Uni, y compris dans des pays nordiques réputés comme traditionnellement très tolérants. Il y a une montée des nationalismes identitaires. Alors, aux prochaines élections européennes, selon les derniers sondages, l'écart entre les sociodémocrates et les conservateurs pourrait être très serré. Ça se jouerait à 7 sièges sur un total de 756 sièges dans l'hémicycle qui se réunit à Bruxelles et à Strasbourg. Et ce qu'on note surtout, c'est l'explosion des sièges en faveur des eurosceptiques. Donc aujourd'hui, les gens ne croient plus en l'Europe. Et le grand risque de ces élections, c'est que le débat se fasse sur pour ou contre l'Europe, et non pas quelle Europe. Non pas une Europe plus protectrice, plus dynamique, une Europe qui apporte aux citoyens, qui les protège et qui les accompagne, mais plus d'Europe du tout. Et vous connaissez le débat au Royaume-Uni à l'heure actuelle sur la sortie éventuelle du pays de l'Union européenne. On a le sentiment que les eurosceptiques sont en train de gagner du terrain et de perdre la bataille de la conviction de l'opinion publique. Un autre gros problème, et je crois qu'il nous concerne tous et dans tous les pays, c'est celui de l'abstention. Aux élections municipales en France, elle a atteint un niveau de 39%. Alors peut-être penserez-vous que ce n'est pas tellement élevé, ça veut quand même dire que 61% des gens se sont déplacés pour aller voter. 39%, c'est d'abord beaucoup plus élevé que dans le passé. Et puis là aussi, on se rend compte que dans tous les pays européens, les gens vont de moins en moins voter, et en particulier les jeunes. L'abstention est plus élevée en fonction plus on est jeune, plus on refuse d'aller voter, par désillusion, par désintérêt, par mécompréhension des enjeux politiques. Et je crois que c'est là l'un des principaux défis des progressistes, pas uniquement pour des raisons électoralistes, même si on sait que l'abstention nous punit en premier, que lorsque les gens ne vont pas voter,
c'est la gauche qui perd des scores électoraux, mais pas uniquement. Ce désenchantement de la politique, c'est une menace pour la démocratie. C'est d'ailleurs The Economist, qui n'est pas le plus progressiste, on va dire, magazine, qui titrait sur la menace qui pèse sur les démocraties occidentales aujourd'hui. Et je crois que c'est ce désintérêt de la part, en particulier des jeunes, pour la chose politique. Donc nous avons le devoir d'essayer d'inventer des formes nouvelles de reconnexion avec la jeunesse pour les encourager à s'impliquer dans la vie publique. Alors ce que nous essayons de faire, en France c'est très mal compris, à l'étranger aussi d'ailleurs. Je me rends compte que l'action du gouvernement socialiste français est mal lue et mal perçue. Pourtant, alors nous avons hérité d'une situation extrêmement difficile, 90% de dette publique par rapport au PIB, une dette publique qui avait doublé en 10 ans. Et donc quand on dit que la droite est responsable et crédible économiquement et que les socialistes ne le sont pas, c'est faux, puisque nous sommes aujourd'hui en situation de devoir essayer de diminuer les déficits publics tout en garantissant l'égalité et en poursuivant un objectif de justice sociale. Nous avons voté une loi pour l'éducation, pour refondre l'école. Nous avons créé des postes d'enseignants. Nous avons réformé la formation des enseignants. Nous avons sacralisé le budget de l'éducation. Nous avons réformé les rythmes scolaires. Nous avons passé une loi sur l'université pour qu'elle soit plus juste, pour que l'école ne soit pas et l'université ne soient pas des facteurs d'élitisation supplémentaires, mais qu'ils soient accessibles à tous. Nous avons beaucoup œuvré pour lutter contre le chômage des jeunes. Nous avons passé une loi sur le logement, sur la consommation, sur la loi bancaire pour encadrer les grandes banques françaises, sur l'économie sociale et solidaire, sur le mariage pour tous. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça a été un débat très violent. Ma première expérience politique d'intolérance absolue, avec un niveau de débat dans l'hémicycle français d'une violence inouïe. Idem au moment de voter la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, lorsqu'il a été question de défendre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, où là aussi il y a eu une division féroce et idéologique entre les conservateurs et les progressistes sur la défense des valeurs sociétales. Donc voilà, beaucoup de choses ont été faites. Simplement, nous avons tout de même perdu une partie de l'électorat de gauche traditionnel qui n'a pas vu les résultats immédiats de nos réformes. Ce sont des réformes structurelles, des réformes qui visent à essayer de changer le système. Et lorsqu'on change l'école, on pourra peut-être voir les résultats dans 10 ans sur une génération d'enfants, et les résultats immédiats ne se font pas tout de suite sentir. Donc ce désenchantement politique dont je vous ai parlé, on le ressent beaucoup dans l'électorat de gauche. C'est d'autant plus vrai que nous avons un programme d'attractivité économique très assumé et très social-démocrate, parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, ceux qui créent de l'emploi, ce sont les entreprises, c'est dans le secteur privé qu'on ne peut pas indéfiniment subventionner l'emploi par la création d'emplois dans la fonction publique. Mais cela s'accompagne forcément d'une diminution de l'impôt sur les sociétés, en particulier, et l'objectif à atteindre, que nous essaierons d'atteindre d'ici la fin du quinquennat, d'ici 2017, c'est plus de progressivité fiscale. Les impôts sont le thème le plus récurrent lorsque l'on discute avec nos concitoyens. J'imagine que c'est la même chose au Canada. Et ce que l'on nous demande à nous, progressistes, c'est la progressivité, c'est-à-dire que dans l'impôt sur le revenu en particulier, chacun paie à hauteur de son patrimoine et de ses revenus. Il faut aussi continuer à accompagner la révolution industrielle. Aujourd'hui, le secteur de l'industrie va mal en France. J'ai cru comprendre que c'était pareil au Canada. Et c'est notamment du fait qu'il n'y a pas eu de stratégie industrielle. Depuis des années, l'État a abandonné l'idée même
d'avoir une stratégie pour accompagner certains secteurs, notamment dans la mutation numérique. De plus en plus, le service tertiaire, les emplois du tertiaire vont rejoindre le service primaire. Un exemple, les imprimantes en 3 dimensions. Est-ce qu'on parle de l'industrie traditionnelle ou est-ce qu'on parle du numérique et des services? On se rend bien compte que c'est un formidable potentiel de création d'emplois, ce secteur, mais aussi qu'il représente un grand risque de destruction massive d'emplois dans les secteurs de l'industrie traditionnelle. Et en France, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on annonce des fermetures d'usines dans des secteurs traditionnels comme l'automobile, par exemple. Donc c'est là un véritable défi. Nous avons élaboré une stratégie industrielle, identifié 34 secteurs dans lesquels l'État peut intervenir de manière proactive avec les partenaires privés. Et ce que nous souhaiterions, c'est que cette stratégie existe également à l'échelle européenne, que l'Europe, ça ne soit pas uniquement le marché uniquement la libre concurrence pour les entreprises, la mobilité des capitaux et des marchandises, mais que ça soit également une vision politique avec une stratégie, et en particulier une stratégie industrielle pour créer des grandes entreprises industrielles européennes. Donc vous voyez que les défis sont grands. Un dernier défi qui, je sais, préoccupe beaucoup les Canadiens, c'est celui des identités, en particulier des identités culturelles. En France, on a toujours rejeté, à tort ou à raison, le modèle du multiculturalisme, considéré comme anglo-saxon et très peu importable. J'ai lu récemment un ouvrage d'Anthony Giddens. Anthony Giddens était le père de la troisième voie blairiste, qui aujourd'hui est très libre, plus peut-être qu'à l'époque, qui a été honni en France pour sa trahison sociale, mais qui, depuis son siège à la Chambre des Lords, écrit des ouvrages très intéressants sur l'écologie, et le dernier en date sur l'Europe. Un livre qui s'appelle « A Turbulent and Mighty Continent », qui reprend une expression de Winston Churchill. Et Giddens considère que parmi les grands défis à venir en Europe, eh bien, il y a cette question du multiculturalisme et qu'il vaudrait mieux parler d'interculturalisme. Alors l'interculturalisme, c'est un peu ce que moi j'essaie de représenter, c'est-à-dire la fidélité nationale à un pays, la fierté d'appartenance, mais aussi l'idée que les identités multiples ne se diluent pas dans une identité qui serait supérieure et exclusive de toutes les autres. Je suis d'origine canadienne, je suis femme, je suis mère, je vis à Londres, je représente le peuple français à l'Assemblée nationale et je me sens profondément européenne. C'est moi, c'est mon identité et je n'ai pas envie qu'on m'impose une identité plus qu'une autre. Je crois que tout cela n'est pas irréconciliable. Simplement, c'est le reflet d'une nouvelle transnationalité des cultures qui est favorisée par les migrations, par la mobilité humaine, par la circulation de plus en plus rapide de l'information. Tout cela pour dire que je crois que nous pouvons, en tant que progressistes, défendre une vision positive du croisement des cultures et que cette réflexion a la chance d'être sans doute moins taboue et plus avancée au Canada qu'en Europe et en particulier en France, et donc qu'il nous serait utile de s'intéresser au débat politique canadien de plus près sur ce sujet. Alors, j'ai essayé de l'expliquer. Aujourd'hui, se présente à nous, en Europe, une opportunité historique pour les progressistes dans les 3 prochaines années à venir. La nouvelle Commission européenne pourrait être plus équilibrée, avec un rapport de force plus équilibré entre les sociodémocrates et les conservateurs. Nous avons une coalition en Allemagne. Désormais, Angela Merkel est en coalition avec les sociodémocrates, le SPD, des socialistes en France, peut-être à partir de l'année prochaine, et il faut l'espérer, des travaillistes au Royaume-Uni, les démocrates en Italie, peut-être des sociodémocrates en Suède. Donc, de nouveau, il est possible que nous entrions en Europe dans une ère plus progressiste, comme ça avait été le cas à la fin des années 90, où en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, des gens comme Gerhard Schröder, Tony Blair et Lionel Jospin avaient une voie devant eux pour travailler ensemble. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait.
c'est que les gauches européennes ne se sont pas parlé et que chacun est resté enfermé dans son modèle politique national sans s'intéresser aux solutions qui étaient préconisées dans les pays du voisin et sans accepter certains compromis. Alors, je crois que la force des progressistes, la force de l'Institut Broadbent, c'est justement cette ouverture à l'autre, à l'international et à l'Europe, et que pour ne pas reproduire les erreurs du passé, il faut que les gauches, qu'elles soient européennes, nord-américaines ou d'ailleurs, se parlent plus et se parlent mieux. Merci.